Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui. Je vous donne juste les petites règles du jeu avant d'attaquer, mais avant ça, on va se présenter. Donc moi, je suis Ludovic de Jouvencourt, je suis le président et cofondateur de Prelo et de Fragments. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Antoine, General Manager Fragments. Et Vincent Berthaud, je suis directeur commercial du groupe Prelo. Alors, en termes de mode de fonctionnement, juste Antoine, si tu me permets juste de revenir sur la slide précédente, s'il te plaît. N'hésitez pas à bien sélectionner le widget questions pour poser vos questions. Je sais que par habitude, c'est beaucoup plus facile de parler dans le chat, mais c'est beaucoup plus simple pour nous de bien adresser toutes les questions et bien y répondre à la fin de la présentation si vous les avez posées dans le widget questions qui est affiché en bas à droite de votre écran. Voilà, et bonsoir à tous. Donc, petit rappel, Fragments, c'est une marque du groupe Prelo. Donc, Prelo est la première marque et la startup que nous avons lancée avec mon associé Sébastien il y a maintenant 2 ans, en août 2021, avec pour objectif de démocratiser l'accessibilité à la propriété d'une résidence secondaire. C'est l'élément fondamental de notre vision depuis le début de notre histoire. Et c'est dans cette démarche que nous avons ensuite fait l'acquisition de Je rêve d'une maison pour accompagner des acquéreurs et des clients sur l'acquisition de leur résidence principale et que nous avons enfin complété la dernière brique de cette vision avec Fragments pour démocratiser l'accès à la propriété d'un investissement immobilier. Nous avons très vite levé 15 millions après notre lancement. Aujourd'hui, on a 42 experts sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire sourcing, rénovation, ameublement et gestion des services que nous proposons. Et nous avons un historique de 2500 transactions réalisées depuis le début de notre histoire. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement parler de comment investir dans l'immobilier avec le contexte actuel. Et on va parler des différentes alternatives qui sont les plus ou moins intéressantes selon le contexte. Et on va rentrer tout de suite dans le détail avec le premier axe. Je prends le relais, merci Ludo. Avant de rentrer dans le détail justement et de parcourir, d'analyser les différentes alternatives, les différents moyens d'investir dans l'immobilier, ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur le contexte actuel, qui est un contexte assez difficile. Le premier moyen pour investir dans l'immobilier, ça reste évidemment l'immobilier en direct. Parce qu'on peut bénéficier du levier bancaire. La problématique, et en réalité il y en a 3, c'est que premièrement, les conditions d'accès au crédit se durcissent. Donc les banques vont vous demander toujours plus d'apports. En moyenne, il faut plus de 259% d'apports aujourd'hui par rapport à 2021. Deuxième élément, c'est que les banques sont beaucoup plus frileuses aujourd'hui sur certains profils qu'elles finançaient précédemment mais qu'elles ne financent plus aujourd'hui. Deuxième problématique, c'est qu'on a un pouvoir d'achat immobilier en berne aussi. Donc vous perdez entre moins 15 et moins 25% de pouvoir d'achat aujourd'hui par rapport aux 12 derniers mois. Ça s'explique par 2 choses. La première, c'est qu'on a des taux d'un côté qui augmentent fortement, plus 2 points entre octobre 2023 versus octobre 2022. On est passé d'un peu plus de 2% à un peu plus de 4%, donc quasiment x2. Et à côté de ça, donc le crédit coûte plus cher, et à côté de ça, on a des prix immobiliers qui sont relativement flats ou même qui augmentent un petit peu, donc ce qui crée un déséquilibre. Et ce qui m'amène à mon troisième point, on a aujourd'hui un marché immobilier en fait à plusieurs vitesses. Donc de dire en réalité que le marché immobilier aujourd'hui progresse légèrement, c'est pas complètement vrai, puisque dans le détail, si on regarde, on va avoir des actifs, des zones qui se revalorisent en effet, les zones rurales par exemple, et puis des actifs, des zones qui se dévalorisent plus que d'autres. C'est le cas par exemple des grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, entre moins 5 et moins 8% sur les 12 derniers mois. Donc on a un vrai déséquilibre entre les différentes typologies d'actifs et les différentes zones. Et donc en parallèle de cela, on a aussi une inflation qui vient grignoter les économies, puisque l'INSEE prévoit plus 5% d'inflation sur 2023. On a donc des nouveaux besoins qui se dessinent. Premier besoin, c'est un besoin d'accessibilité. Comment est-ce que je fais pour investir dans l'immobilier aujourd'hui, sachant que c'est plus compliqué de contracter un crédit. Deuxième besoin, c'est comment est-ce que je fais pour surperformer l'inflation. Troisième élément, c'est OK, le rendement, mais à quel prix? Qu'est-ce que je peux avoir comme garantie en face de ce rendement-là? Et enfin, quatrième besoin, c'est comment est-ce que je peux lire le marché dans le contexte actuel? Où est-ce que je peux investir? Puisque comme on l'a vu juste précédemment, on a vraiment un marché immobilier avec plusieurs typologies d'actifs et de zones. Et ce qu'on va voir pendant cette présentation, justement, c'est on va essayer de comprendre comment est-ce que ces différentes alternatives à l'immobilier en direct, SCPI, crowdfunding, Fragments, peuvent répondre à ces nouveaux besoins qui se dessinent. Donc, je vous propose d'attaquer par les SCPI. Vincent prend le relais.
Merci Antoine. Alors c'est vrai que les SCPI, autrement dit la pierre papier, ont été pendant très longtemps en fait un investissement plébiscité par les Français, hein. Donc, pendant des années, on pouvait vraiment lire partout que les SCPI collectaient de plus en plus plus en plus d'argent. Mais comme Antoine l'a très bien expliqué tout à l'heure, les SCPI font face aussi à, à deux crises, hein, on va dire. Et il y a deux défis. Un défi conjoncturel, Antoine l'a très bien dit, les taux ont augmenté de manière très brutale sur les 2 dernières années, donc ça impacte quand même les SCPI. Et au niveau structurel, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, les SCPI investissent pour la plupart dans l'immobilier tertiaire, dans des bureaux. Je pense que vous le savez tous, depuis l'arrivée du Covid, il y a eu quand même un essor du télétravail, donc les SCPI se retrouvent pour certaines avec des parcs immobiliers avec beaucoup de bureaux et pas forcément toujours très bien loués. Donc ça, c'est un premier défi effectivement auquel fait face certaines SCPI. Et par ailleurs, elles doivent aussi faire face à un défi de rénovation en fait énergétique, hein, qui touche les particuliers, mais également les SCPI. Elles doivent rénover un parc vieillissant, notamment de bureaux. Alors pendant très longtemps, en fait, les SCPI étaient vraiment plébiscitées parce qu'elles étaient vues comme un placement sans risque qui offrait des rendements très stables, entre 4 et 5%, ce qui est d'ailleurs encore le cas actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un point de vigilance à l'heure actuelle à avoir sur les SCPI, de ne pas dire qu'il y a, voilà, les SCPI, ça veut tout dire et rien dire. Il y a plusieurs SCPI, donc certaines vont mieux que d'autres. Mais voilà, il faut quand même garder à l'esprit que la SCPI, c'était un investissement plébiscité pendant un certain temps. Ça l'est un peu moins dorénavant. Dernier point sur la fiscalité, parce que c'est toujours intéressant de le garder à l'esprit. Les revenus que vous percevez à travers des SCPI sont des revenus fonciers qui entrent dans le calcul de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. Je pense que je te laisse la parole du coup, Ludovic, pour présenter le crowdfunding. Avec plaisir. Ensuite, on a le crowdfunding qui est une réelle alternative à l'investissement immobilier aujourd'hui. Donc, pour rappel, le crowdfunding immobilier, c'est un mécanisme de financement des fonds propres d'un opérateur immobilier qui est apparu grosso modo autour de l'année 2012 en France. Et ça permet à des marchands de biens, à des promoteurs immobiliers de financer la partie fonds propres de leur opération. Dans la majorité des cas, ces opérations sont financées donc avec un crédit bancaire jusqu'à 70 ou 80% de la valeur de l'opération. Et pour éviter un effort de trésorerie substantiel de l'opérateur, ils vont aller acheter de l'argent sur des plateformes de crowdfunding immobilier avec un niveau de dette supplémentaire. Et c'est ce format-là. Le gros avantage, je dirais l'avantage premier qu'on a constaté dans le crowdfunding immobilier ces 10 dernières années, c'est évidemment le rendement et la rentabilité qui est très élevée, qui va varier entre 8 et 11% selon le niveau de risque de l'opération. Et très souvent, ce 8 à 11% était pricé sur la base d'un risque potentiel constatable sur des opérations, mais qui jusqu'à présent avait été très rarement constaté. Très peu de défauts sur le crowdfunding immobilier jusqu'à l'année 2022. Donc, avantage, très clairement, c'est un placement très rémunérateur et avec une gestion opérationnelle passive parce qu'on prête de l'argent à un opérateur, il va rendre un coupon qui est fixe. Par contre, en revanche, là, au vu du contexte, le risque du placement devient très substantiel. Et donc, là où il y a un coupon qui est restitué et jusqu'à présent, il y a eu très peu de défauts, on se retrouve dans la situation où le capital investi vient être à risque parce que les promoteurs et les marchands de biens n'arrivent plus à déboucler leurs opérations. Par contre, la première somme d'argent qu'ils vont consommer pour essayer de structurer cette opération, c'est les fonds propres avant les frais bancaires, sachant qu'en plus, les frais bancaires ont une garantie de première ordre sur les opérations pour être capable de se payer avec le foncier et d'autres types de garanties qu'ils ont pris sur la société et l'opérateur de promotion immobilier. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, avec les défauts sur ces opérateurs, on a un risque très élevé sur ces fonds propres qui sont financés. Et donc, on constate plus 45,4% de défaillance sur T1 2023 selon la Banque de France. Également, et comme je viens de le dire, fortement impacté par la conjoncture, ce qui devrait théoriquement montrer
un impact sur le rendement affiché des opérations de crowdfunding immobilier qui devrait faire monter le rendement promis. On devrait monter à 14, 15, 16 pour imager cette prise de risque que prennent les épargnants en finançant ce type d'opération. Après, il est quand même important de dire que le niveau de risque et le niveau de garantie sont très inégaux selon les opérations. Donc typiquement, là, j'ai beaucoup illustré le cas d'un promoteur immobilier qui finance les fonds propres de son opération avec en sous-jacent une opération qui n'est pas encore construite en dur, alors qu'il y a aussi des marchands de biens qui utilisent le mécanisme du crowdfunding immobilier pour financer l'intégralité de l'acquisition d'une opération dans l'ancien avec une garantie de premier ordre et un sous-jacent qui est dans le dur, qui est réel, qui existe vraiment. Après, dernier, je pense, avantage qui est très important sur le crowdfunding immobilier, je dirais c'est sa fiscalité. La fiscalité du crowdfunding immobilier permet à un épargnant, un investisseur de continuer à placer son argent sur un sous-jacent immobilier sans faire en sorte que cet immobilier vienne s'ajouter à son IFI. C'est presque un mécanisme qui est utilisé par des très gros porteurs immobiliers pour continuer à faire des opérations immobilières sans grossir leur assiette IFI parce que le mécanisme d'investissement est une obligation. Et enfin, le dernier point, gênant, défaut, c'est l'absence totale de liquidité avant la fin de l'opération. Voilà, grosso modo. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose, Vincent, Antoine, n'hésitez pas à intervenir. C'est parfait, Ludovic. C'était complet, j'aurais pas dit mieux. Et parce qu'on est un petit peu chauvin, on va vous parler de Fragments, troisième alternative à l'immobilier en direct. Alors en réalité, on aurait pu prendre comme comparable l'immobilier fractionné dans sa globalité avec d'autres acteurs. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on a un élément assez différenciant, c'est notre thèse d'investissement immobilier. On a un sous-jacent qui est différent de ce que proposent les autres acteurs aujourd'hui. Donc, ça n'aurait pas été nécessairement pertinent de prendre l'immobilier fractionné comme comparable. Notre sous-jacent, c'est quoi ? C'est de l'immobilier résidentiel exploité en location courte durée dans des zones périurbaines proches des grandes métropoles, donc avec une excellente dynamique marché. L'objectif, c'est d'aller chercher des actifs qui vont pouvoir se revaloriser dans le temps. Donc, on est sur des zones rurales proches des grandes métropoles versus des autres acteurs qui peuvent proposer soit de l'immobilier tertiaire, on a vu que c'était en Berne, ou de l'immobilier résidentiel en longue durée dans des grandes villes, où on a vu malheureusement avec des Paris, Lyon, Bordeaux qui font du moins 5, moins 8%. Donc c'est pour ça qu'on a pris Fragments comme comparable. Le support, c'est exactement le même que du crowdfunding, c'est une obligation à coupon variable. Donc ça rentre évidemment dans le cadre en tout cas on est en phase avec la réglementation AMF puisque on opère, l'AMF, donc c'est l'autorité des marchés financiers, on opère une offre au public de titres financiers et en fait on émet ce qu'on appelle un DIS, document d'information synthétique, à l'AMF avant chaque collecte pour faire valider le projet et renseigner les différents termes et conditions des obligations. Le ticket d'entrée, c'est 50 €, le rendement entre 6 et 8%. Élément intéressant aussi, si vous regardez un peu ce que font les autres acteurs, il y a des acteurs qui sont un peu plus fourbes en fait et qui vont intégrer dans le rendement des perspectives de revalorisation du capital un peu hypothétiques. Donc nous, on distingue bien à la fois le rendement sur les loyers et en plus de cela, vous allez pouvoir également bénéficier de la plus-value à la revente en fonction de la revalorisation du capital au fil du temps. Donc si on annonce 6,5%, c'est uniquement sur les loyers. Derrière, vous pouvez espérer plus en fonction de la revalorisation du sous-jacent. Durée moyenne d'investissement, 8 ans, c'est la maturité de nos obligations. Néanmoins, pour les plus impatients, vous avez deux possibilités pour sortir avant ces 8 ans. La première, c'est via un marché secondaire qui va être opéré d'ici 2024. Et deuxième élément, en attendant la mise en place de ce marché secondaire, via une clause de rachat dans les termes et conditions des obligations. En fait, on s'oblige à vous racheter vos obligations si vous nous en faites la demande, moyennant une décote de 3%. Côté résilience sur le sous-jacent, on a un sous-jacent qui est résilient, comme j'expliquais tout à l'heure, puisque on est sur une thèse d'investissement qui a le vent en poupe, dans le sens où la tendance de fond est plutôt bonne. Et un élément intéressant aussi, c'est que le prix au mètre carré est égal, voire inférieur au coût de construction. Et en fait, ça constitue un excellent prix plancher. Dans un scénario où les prix baisseraient fortement, c'est plutôt sécurisant.
Garantie, on a mis en place, on a assorti en fait nos obligations d'un nantissement des parts de la société qui détient le bien. Ça veut dire que vous pouvez devenir propriétaire au travers donc, de parts sociales du sous-jacent le jour où il y a une défaillance. Voilà. Et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais la fiscalité est exactement la même que celle du crowdfunding, donc plutôt avantageuse versus celle des SCPI, puisqu'on est taxé en tant que produit immobilier et ça ne rentre pas dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, du coup, pour synthétiser tout ce qui vient d'être dit, Antoine l'a très bien expliqué tout à l'heure, l'immobilier en direct, ça reste toujours extrêmement intéressant, même si à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter. Après, tout le monde n'a pas l'envie de s'en occuper, ni forcément les compétences nécessaires. Les SCPI, je vous en ai parlé, un placement phare pendant des années pour beaucoup de Français, avec des rendements effectivement relativement stables. Un vrai sujet à l'heure actuelle sur l'immobilier tertiaire, qui est quand même assez exposé par rapport notamment au télétravail. Le crowdfunding, Ludovic l'a expliqué en profondeur. Il faut vraiment faire attention de ne pas se faire leurrer par une promesse de rendement. Il faut vraiment bien prendre conscience de tous les risques associés. Et Fragments, je vais essayer de rester, on va dire, le plus objectif possible, qui offre, selon nous, un bon ratio rendement-risque avec quand même un niveau d'accessibilité extrêmement intéressant puisqu'on peut investir à partir de 50 €. Et on profite de ce webinaire pour vous présenter l'opportunité qu'on a en cours. Rassurez-vous, ce sera bref, on est un peu chauvin. Donc c'est une charmante longère restaurée à 1 heure de Paris. Les chiffres, qu'est-ce que ça dit? 6,5% de rendement net, hors revalorisation du capital, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que ça n'intègre pas le potentiel de revalorisation du sous-jacent au fil du temps. 3 éléments intéressants sur cet actif qui en font une bonne opportunité. Le premier, c'est son accessibilité. 1 heure de Paris en train ou en voiture, donc ce qui garantit une forte attractivité et un taux d'occupation élevé. Des charges maîtrisées, on a un excellent DPE, on est en B, et un secteur dynamique, comme j'expliquais tout à l'heure, qui laisse présager un potentiel de revalorisation intéressant. Si vous êtes intéressé, vous vous rendez sur fragments.homes, voilà, et puis vous pouvez rejoindre les 500 investisseurs qui ont déjà investi sur le projet. Là, ce que vous voyez, c'est des éléments un peu sur l'analyse financière du projet. Si vous allez sur la fiche détail du bien, vous aurez accès en fait à la répartition des revenus sur l'année, à l'évolution des prix, des informations sur la localisation, sur plein d'aspects. Et ce que vous voyez à droite, c'est le simulateur Fragments qui vous permet en fait de faire des hypothèses à la fois sur la durée de détention de vos fragments et sur la revalorisation annuelle du bien afin de voir derrière les impacts que ça aurait sur les revenus que vous allez pouvoir générer et la rentabilité globale du projet. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Je ne suis pas allé voir. On a des questions. Je vais prendre dans l'ordre dans lequel elles sont rentrées. Là, je vois une première question de Claire. Alors, elle a glissé sous... Elle a bougé. Donnez-moi 2 secondes. Je démarre la réponse. Voulez-vous dire que le risque sur le crowdfunding est de perdre toute sa mise initiale? C'est effectivement un des risques. Donc, pour rappel, comme je disais tout à l'heure, le mode de fonctionnement, c'est que dans la majorité des cas, le crowdfunding immobilier est un moyen qui permet à un promoteur immobilier ou à un marchand de biens de financer la part de fonds propres exigée par la banque sur le coût total de son opération. La banque va forcément prendre une sûreté sur l'argent qu'elle va prêter, donc 70 à 80% de la valeur totale du financement. Et donc, sur les 30% restants, il y a 90% de ces 30% qui correspondent en général au crowdfunding immobilier, et le 10% résiduel, ce sont des vrais fonds propres apportés par l'opérateur. Donc, sur les 90% des 30% résiduels, c'est-à-dire la partie crowdfunding immobilier, il n'y a pas une sûreté de premier rang. Donc, il y a un niveau de risque maximal. Et quand l'opération de promotion immobilière ne va pas à terme, la construction n'est pas livrée, ce qui peut arriver en ce moment, on constate qu'il y a beaucoup de promoteurs qui font des défauts et qui déposent le bilan en ce moment. L'intégralité des montants investis par le biais du crowdfunding immobilier pour financer ces fonds propres sont perdus. Mais j'insiste, ça c'est le cas extrême. Il y a des cas où des marchands de biens arrivent à financer une majorité de l'opération, et donc avec un sous-jacent réel, donc un appartement qui est construit à rénover, une maison qui est construite à rénover par le biais du crowdfunding immobilier. Et
en fonction de la sûreté derrière le contrat d'obligation que vous prenez sur la plateforme de crowdfunding, s'il y a un défaut, vous avez la possibilité de récupérer le sous-jacent, peut-être l'appartement à rénover, peut-être la maison à rénover, pour vous rembourser votre capital. Mais le mécanisme devient plus compliqué parce qu'il faut un opérateur pour finir la rénovation, pour recréer de la liquidité, pour récupérer votre capital. Donc, même dans cette situation où il y a un sous-jacent réel, il y a un risque exposé en fonction de la santé de l'opérateur. Je vais prendre la question de Lassène qui demande si un financement est contracté pour nos opérations et si on devient actionnaire de la société qui achète le bien. Donc non, il n'y a pas de financement contracté pour l'opération en fait. 100% de l'opération est financé par les obligataires. Et ce qui m'amène à la deuxième partie de la question, sommes-nous actionnaires de la société qui achète le bien? Non, vous n'êtes pas actionnaire, vous êtes obligataire. Donc en fait, il y a deux types de titres financiers, on a les actions et les obligations. La problématique, j'apporte un petit peu de contexte juridique pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas basculé sur un modèle d'action, parce que il y a un frottement fiscal en fait sur le modèle action qui nous empêcherait de restituer un rendement intéressant aux investisseurs. Donc c'est pour ça que les acteurs du marché aujourd'hui sont sur un modèle obligataire qui permet de maximiser le rendement. Et comme j'expliquais tout à l'heure quand je présentais Fragments, c'est un modèle qui est régulé par l'AMF via ce qu'on appelle l'offre au public de titres financiers. Et cette obligation vous donne droit en fait à ce qu'on appelle techniquement un coupon et ce qui correspond en fait au rendement du sous-jacent. Je vais prendre la question de Ludovic. Est-il possible de devenir copropriétaire d'un bien avec Fragments et en même temps acheteur d'une obligation? Donc, ce que je comprends de la question, et je ne suis pas certain, peut-être que je tape à côté, c'est est-ce qu'on peut devenir copropriétaire d'un bien prélo peut-être et être en même temps acheter une obligation parce que ce bien est proposé autant sur Fragments que sur Prélo? Vincent, Antoine, c'est comme ça que vous comprenez la question ou pas? C'est comme ça que, en tout cas, moi, je le vois. Ouais. Je pense aussi. Et donc, aujourd'hui, la réponse, c'est que ce n'est pas encore possible. Un bien qui est proposé sur Fragments est systématiquement proposé au format d'obligations qui sont distribuées à des personnes qui vont chercher du rendement, alors que les propriétés prélo sont systématiquement proposées à des personnes qui veulent profiter de leurs biens et partir en vacances. En l'état actuel des choses, on distingue parfaitement les biens qui sont dédiés à Prélo des biens qui sont dédiés à Fragments. Et je fais un lien juste avec ce que tu viens de dire, Ludovic. Néanmoins, quand vous êtes investisseur Fragments, vous bénéficiez d'avantages et vous pouvez en fait lier à cet avantage financier qui sont les rendements, un avantage d'usage, je dirais, puisque vous pourriez en fait, en passant en direct par nous, bénéficier de 15% de réduction sur le prix de la nuitée versus les 15% que facture Airbnb. Je vais prendre. Allez, laisse-moi prendre une question, Antoine. Je sais que tu as envie de répondre à toutes les questions. Le rendement est versé sous forme de royalties. La réponse est non. Le rendement est versé sous forme d'intérêts qui sont versés trimestriellement. Le modèle royalties a été retoqué pour information par l'AMF il y a un peu plus d'un an, Antoine, si tu m'arrêtes si je me trompe. Donc voilà, le rendement est versé sous forme d'intérêts à la fin de chaque trimestre. Ouais. Je donne encore un peu plus de matière par rapport à ça, mais en fait, c'est le premier acteur d'immobilier fractionné qui est arrivé sur le marché et arrivé avec ce modèle-là, un modèle de royalties. Alors, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est lui qui a ouvert la voie à l'immobilier fractionné en France, donc c'est une très bonne chose. Malheureusement, le modèle était vraiment bancal et ils se sont fait retoquer par l'AMF. Nous, l'idée, c'est d'arriver avec un modèle qui est directement compliant friendly, on va dire, qui rentre dans les cases de l'AMF et ce qui est le cas aujourd'hui. Je vais prendre la question de Théo qui dit « Si j'investis 1 000 €, à quel point puis-je perdre ma mise initiale? Y a-t-il des assurances sécurité visant à minimiser la perte potentielle ?» En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est reproduire le schéma et la même logique, les mêmes risques en fait, qu'en immobilier direct. C'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes risques qu'en immobilier direct. Donc, en effet, il y a un risque de perte en capital. C'est-à-dire que si demain, le marché se dévalorise complètement, si le marché fait moins 100%, c'est un scénario évidemment absurde, mais c'est pour illustrer mes propos, et ben de ce fait, vous perdriez votre capital de départ. Voilà.
Donc, et sur le deuxième point, y a-t-il des assurances sécurité visant à minimiser la perte potentielle? J'ai envie de dire la meilleure des garanties, c'est l'expertise qu'on a et l'analyse qu'on fait en amont. C'est notre stratégie d'investissement en fait. C'est de se positionner dès le départ sur des actifs qui répondent aux évolutions conjoncturelles et structurelles. Et c'est l'effort qu'on a fourni nous en réconciliant plusieurs bases de données. On s'est reposé aussi sur le savoir-faire de nos équipes transverses sur les marques Prélo, Je rêve d'une maison, qui ont une vraie expertise sur ces questions-là. Et l'idée, encore une fois, c'est de vous proposer du coup des actifs qui s'inscrivent, qui répondent aux nouveaux besoins qui émergent et qui vont pouvoir se revaloriser dans le temps. Je vais prendre la question de Sébastien, du coup. Comment avez-vous estimé les revenus du projet en cours? Alors, déjà, deux choses. Il faut savoir que ça faisait un moment qu'on adressait cette classe d'actifs, cette typologie de biens avec Prélo, donc pour des gens qui voulaient partir en vacances et des gens pour qui on faisait la location saisonnière des nuitées non occupées de leur propriété. Pendant qu'il n'y allait pas, on s'est rendu compte que le rendement était vraiment intéressant. Et donc là, je parle bien de la typologie d'actifs dont a parlé Antoine tout à l'heure dans la thèse, c'est-à-dire les propriétés de caractère à forte capacité d'accueil à proximité des grandes villes. Et là, on parle en particulier des propriétés en campagne à forte capacité d'accueil à proximité de Paris. On s'est rendu compte donc que les propriétés très rentables, parce que le prix du mètre carré qu'on achetait était plutôt bas, à proximité d'un marché captif, prêt à dépenser des montants relativement élevés pour partir en week-end à des groupes de personnes. Donc, on a créé un historique de connaissances maintenant de 2 ans là-dessus. Mais en plus, comme on le faisait déjà pour Prélo, on le fait en plus aujourd'hui pour Je rêve d'une maison. On travaille avec des partenaires qui nous vendent des données d'analyse de l'historique de location de toutes les propriétés comparées sur la base de critères. Donc, combien il y a de chambres, est-ce qu'il y a une piscine, est-ce qu'il y a une salle de cinéma, et même la zone de chalandise précisément, pour être capable d'avoir un niveau très précis d'estimation des revenus locatifs. Et donc, c'est sur cette base-là que nous avons estimé les revenus locatifs de façon très sécuritaire, j'ai envie de dire. On a presque volontairement minoré les revenus locatifs estimés par notre partenaire de données sur cette propriété. Mais en tout cas, c'est cette façon-là dont on a estimé les revenus locatifs. Pour la question de Claire qui demande: est-ce qu'on peut séjourner dans la maison du projet en cours si on a investi? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous allez pouvoir en fait bénéficier d'un avantage financier, puisque si vous passez directement par nous, derrière, vous aurez 15% de réduction sur chacune des nuitées que vous allez pouvoir réserver sur l'actif. Je démarre la question suivante de Claire. Et du coup, quelle est la différence entre Fragments et le crowdfunding? Alors déjà, la question est très pertinente parce que le véhicule financier est le même. C'est-à-dire, c'est une obligation. Ce qui va vraiment différencier les deux, c'est que le crowdfunding va souvent correspondre à un financement sur une partie de l'opération, donc juste les fonds propres, alors que le total de l'opération représentera 100%, alors que la partie crowdfunding n'est que 20%. Alors que nous, là, avec Fragments, on finance 100% de l'opération. Ce qui veut dire que ça nous donne la possibilité de mettre en face de chacune des obligations une sûreté réelle correspondant à la propriété qui est en face. Et donc, pour chaque obligation achetée, il y a en face l'équivalent de part sociale de la société qui possède le bien en nantissement. Donc, en cas d'éventuel défaut de l'opérateur à restituer le coupon au destinataire de l'obligation, les gens qui possèdent l'obligation, donc les clients, ont la possibilité de convertir leur obligation en part de la société qui détient le bien grâce à ce nantissement. Donc, c'est une sûreté réelle sur l'actif qui existe. Donc, il y a un niveau de risque qui est nettement inférieur à celui du crowdfunding immobilier. Je vais prendre la question d'Élodie qui demande: le ticket d'entrée est à 50 €. À combien s'élèvent les frais commissions à prévoir en supplément? Très bonne question. Donc, en effet, le ticket d'entrée est à 50 €. C'est la valeur nominale de nos obligations. Et donc, les frais et commissions sont en réalité déjà inclus dans le rendement qu'on annonce. Donc, on se rémunère à 2 niveaux.
à l'acquisition, c'est-à-dire qu'on va prendre des frais de commission qui sont de 5% sur le coût total du projet. Et ces frais-là, en fait, nous permettent de financer à la fois les différents frais administratifs, les frais juridiques, puisqu'on doit créer évidemment des sociétés, on doit faire appel à des avocats, on ne fait pas ce qu'on veut. On passe par un commissaire aux comptes aussi. On a des frais refacturés par notre prestataire bancaire. Pour valider, il y a un process de validation de profil. Donc, il y a tout un tas de frais qui rentrent dans ces 5%-là. Et deuxième manière par laquelle on va se rémunérer, c'est de manière recurring. On va prendre, comme une conciergerie classique, en fait, des frais de gestion sur les revenus locatifs. Donc, la moyenne du marché est entre 25 et 30% sur la location courte durée, puisqu'on a des revenus qui sont beaucoup plus élevés, avec des entrées-sorties, évidemment, beaucoup plus de turnover. Nous, on va prendre 20%. Pourquoi? Parce que on internalisait en fait tout ça. L'avantage, c'est que nous, on maîtrise 100% de la chaîne de valeur, et donc on est capable de faire des économies aussi sur ces choses-là, par exemple. Donc, pour répondre plus simplement encore à la question, Élodie, tous les frais, toutes les commissions sont déjà intégrés dans ce qu'on vous annonce. Donc, si on met 6,5% net, c'est déjà inclus dedans. Voilà. Alors, je vais prendre la question suivante. Bonjour, est-ce que vous proposez d'investir dans des biens anciens uniquement ou alors des biens neufs sont à venir? Pour moi, on a dans le pipe exclusivement des biens anciens parce que ce sont les biens sur lesquels on arrive à faire des bonnes opportunités de négociation, des bonnes opportunités de revalorisation des biens à travers les travaux. Et donc, pour le moment, on se focalise là-dessus, mais on n'est évidemment jamais fermé à une opportunité dans le neuf. C'est juste que par habitude et par connaissance du marché, on se rend compte que le neuf est très souvent un peu surpricé, survalorisé, et qu'il est essentiel pour nous d'être capable de capter une opportunité à un prix du mètre carré très proche de la moyenne, voire en dessous de la moyenne des prix du marché pour être capable de restituer un rendement plus intéressant. Je prends la question de Camille. Je crois que c'est la dernière question d'ailleurs, qui demande: est-ce que vous nous accompagnez sur le financement ou alors nous devons voir en direct avec notre banquier? En réalité, vous n'allez pas pouvoir. Enfin, la seule manière que va pouvoir vous aider votre banquier là-dessus, ça va être via un prêt conso. Donc, nous, on travaille avec des courtiers. Donc, je pense que selon le montant, il y a des courtiers qui peuvent vous accompagner pour contracter ce prêt conso, mais ce ne sera pas un prêt immobilier classique. Alors, tu as une nouvelle question. Attends, je la prends. Tac, une question de Jocelyn. Vous proposez combien d'investissements par mois? Donc, pour l'instant, effectivement, on est sur un rythme d'investissement proposé par mois d'une collecte. Donc, un bien par mois pour l'instant. Je vais prendre la question de Magid qui demande: pour une qui est résident au Maroc, c'est possible d'investir? Pour une personne résidente au Maroc, j'imagine possible d'investir. J'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, c'est pas nous qui faisons cet arbitrage-là, c'est le prestataire bancaire par lequel nous passons qui nous impose une liste de pays sur lesquels depuis lesquels il est possible d'investir ou pas. Je crois que le Maroc, c'est OK. Le meilleur moyen de toute manière de savoir, c'est d'essayer en fait, c'est de vous connecter, de remplir votre profil, et si ce pays ne fait pas partie de la liste autorisée par notre prestataire bancaire, vous aurez un petit message qui s'affichera. Donc je suis désolé, malheureusement, je ne peux pas répondre précisément à cette question parce que je n'ai pas la liste exacte en tête. Je vais prendre la question de Nathalie. À quel point la rentabilité de Fragment est meilleure que sur un projet prélo? Et peut-on comparer financièrement ces deux types de projets? Je pense que c'est relativement difficile de comparer financièrement parce que ça va vraiment dépendre de la fiscalité pour laquelle vous allez opter sur la partie prélo et des nuitées que vous allez louer. Je pense que c'est important de rappeler que structurellement, sur prélo, ça reste des biens qui sont vendus à destination de consommation. Alors que du côté de Fragment, c'est beaucoup plus optimisé pour de la location saisonnière. Après, pour répondre à la question dans le détail, c'est que on arrive, le bassin et l'offre en termes de propriété est suffisamment profond pour être capable de proposer d'aussi bonnes propriétés sur les biens prélo que sur les biens Fragment. Très clairement, aujourd'hui, sur le cas de la région Île-de-France, à plus de 2 heures de Paris,
il y a des maisons dans tous les sens, on fait des négociations constamment, ce qui veut dire qu'on arrive à proposer des biens qui sont structurellement aussi intéressants, je parle bien d'une perspective financière, pour Prélo que pour Fragment. Ce qui va vraiment différencier, c'est l'affect qu'on va avoir d'un point de vue esthétique sur tel ou tel propriétaire. Alors, je prends la question, prévoyez-vous des achats à Paris intramuros? Alors, Paris intramuros, ça coûte quand même, investir à Paris intramuros, ça coûte quand même beaucoup d'argent et ce n'est pas notre thèse d'investissement pour Fragment. On part quand même dans l'idée d'investir en zone périurbaine, comme Antoine vous l'a expliqué. Donc, ça ne répond pas à notre thèse d'investissement. Pour apporter un petit peu plus de matière, du coup, enfin, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, mais pourquoi pas Paris? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les grandes villes qui sont déjà très chères, qui se payent très cher, ont des perspectives malheureusement qui sont moins intéressantes que ce que peuvent offrir les zones rurales, par exemple. Il y a Next City qui a sorti une étude récemment qui prévoit plus 5% de revalorisation pour les zones rurales, là où Paris, Bordeaux, Lyon sont entre moins 5 et moins 8% parce que c'est surpayé. Donc en réalité, on ne se positionne pas sur ces actifs parce qu'on a des actifs beaucoup plus on a une thèse d'investissement qui est beaucoup plus intéressante en matière de potentiel de revalorisation. Et je vais prendre la dernière question, celle de Joris. Brix ne propose plus de plus-value à la revente de par leur pivot. Est-ce que l'équipe Prélo est en capacité de trouver les meilleurs biens et d'en tirer les meilleurs profits? Ouais, je pense que c'est un élément important. Ce qui va vraiment nous différencier de Brix, c'est que Brix a fait le choix, après les royalties du PSFP, donc a décidé d'être exclusivement une plateforme de commercialisation et pas un opérateur, ce qui est hyper important dans la dimension réglementaire, et ça a des impacts opérationnels, alors que nous, on a fait le choix du DIS, qui nous permet aujourd'hui d'être opérateur parce que c'est une expertise qu'on a développée ces 2 dernières années, dans laquelle on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de recherche et développement, comme j'en parlais tout à l'heure, pour l'estimation des revenus. On a structuré une équipe maintenant de beaucoup d'experts sur la partie chasse, rénovation, ameublement, qui nous permettent aujourd'hui de délivrer énormément de valeur qu'une personne ne soit pas capable de réaliser elle-même seule, et que d'ailleurs la plupart des autres acteurs du marché qui sont positionnés sur des offres similaires à la nôtre n'arrivent pas à opérer. Donc je pense que c'est effectivement un point important, Joris. Alors, Ludovic, Antoine, je vois qu'il y a aussi d'autres questions dans le chat, notamment une question d'Alain qui nous indique avoir investi dans la première longère. À partir de quel moment allez-vous démarrer ce projet? Quand proposerez-vous un deuxième projet? Ouais, j'avais pas vu la question. Pour répondre à votre question, Alain, si vous voulez avoir le détail du calendrier, ce que je vous invite à faire, vous allez en fait sur le site fragment.homes, vous allez avoir la fiche du bien et vous pourrez voir le détail. Ce qu'on prévoit, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est les travaux commenceraient début janvier, je crois. Et de ce fait, on compte 1 mois de travaux. Et donc derrière, vous toucherez les revenus. Comme les revenus sont reversés trimestriellement, et bien vous toucherez vos premiers revenus au 3e mois post-travaux finis. Donc ce qui amène en effet au mois de mars. Et oui, pour répondre à votre question, Alain, il faut d'abord qu'on termine cette collecte et puis effectivement que l'acte authentique, bien évidemment, soit signé et que les travaux soient réalisés comme l'a indiqué Antoine. Alors, ok. Peut-être une dernière question, petite question sur Prélo. Alors, on fait un petit pas de côté, mais allez, on l'accepte. Pourquoi avoir fait un choix de fractionner les biens en 8 parts et non en 16, par exemple? Alors, allez, question au CEO, Ludovic. Petit pas de côté. Donc, en fait, quand on a calé l'offre, on a structuré l'offre de Prélo, on avait vraiment envie d'offrir la meilleure expérience à nos clients. Et après plusieurs analyses et plusieurs recherches, on s'est rendu compte qu'en moyenne, un Français passait autour de 45 jours par an dans sa résidence secondaire. Ce qui fait que la logique de division pour nous était de faire un minimum d'un 8e qui correspond à 44 nuitées sur le calendrier. Et si une personne veut partir plus de temps dans sa propriété, il a la possibilité d'acheter 2, 3, voire 4 8e d'une même propriété. Mais le minimum de division, enfin le maximum de division et le minimum de nuitées qu'on aimait offrir qu'on a voulu offrir à un client, c'est 44 nuitées, donc un 8e. Je
pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ouais. Aussi. Eh bien, écoutez, grand merci à tous. Merci. Merci à tous. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe commerciale qui est pilotée par Vincent. Antoine et moi-même se joindront avec des calls, au call avec grand plaisir si vous avez des demandes spécifiques qui peuvent nous concerner. J'ai vu d'ailleurs dans les questions qu'il y en avait quelques-unes. En tout cas, c'était un grand plaisir de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui et n'hésitez pas. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.